Bonjour les amis, alors notre partenaire de ce podcast est aujourd'hui l'Institut de naturopathie humaniste qui a été fondé par Odile Chabriac qui est praticienne depuis plus de 20 ans et cette école de naturopathie à taille humaine est destinée à former des naturopathes, des professionnels d'excellence. Les études, qui durent entre 9 mois et 2 ans selon les cursus, se font en petits groupes, en présentiel et ou en distanciel, ce qui est très pratique et très facile, l'accent étant mis sur la pratique et l'entraînement constant à la clinique. Une personne est dédiée à la supervision de chaque élève. Vous souhaitez compléter une formation de santé ou bien devenir naturopathe? Retrouvez vite cette formation de naturopathie conjuguant excellence et bienveillance sur le site de l'Institut de naturopathie humaniste www.inh.life. Bienvenue dans la saison 6 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h. Bonjour les amis, c'est Anne Guéquière et je voulais vous dire en avant-première une super nouvelle. Je me trouve ici en haut de la tour Gaumont à Paris où je viens de recevoir Laurence Arnay pour son nouveau film absolument génial qui sera certainement le film culte de l'été avec une bande originale son avec Supertramp, Cat Stevens, etc. absolument génial, une espèce de road movie qui est tourné sur toute la côte atlantique. Vous savez qu'il y a une île qui est chère à mon cœur, qui est Noirmoutier, où a aussi été tourné ce film. Je suis ravie de retrouver aujourd'hui Laurence Arnay dans Métamorphose. Bonjour. Alors, comme tu le vois, je bute un peu sur cette introduction parce que vous deviez tous les deux pour être là pour faire la promotion du film. Et on va parler de Dany, évidemment, pendant cette interview. Comment tu te sens là, juste après la sortie du film ? Je suis très heureuse et impatiente de voir comment le public va s'emparer du film. Voilà, ça ne m'appartient plus maintenant. J'ai tout donné à mon deuxième bébé. Oui, c'est ça. Et voilà, maintenant, j'espère qu'il va avoir une belle vie. C'est pour ça qu'on fait des films. C'est pour toucher les gens, les faire rire, les sortir de leur quotidien. Et voilà, on a besoin de ça en ce moment. Absolument. De tendresse, de douceur et de rire. Comment ça a germé justement en toi cette idée de film sur la famille recomposée ? Parce que, en tout cas, en préparant cette interview, tu as un très fort attachement à la famille d'une manière générale. Et puis avec Dany, vous vivez la famille recomposée. Oui, très bien. Tout à fait ça. Mais donc, moi, je suis passionnée de la famille. J'adore les liens que j'ai d'ailleurs moi avec mes deux grandes sœurs. Et on est très, très proches. Et j'ai adoré toujours les films familiaux, que ce soit La famille Tannenbaum ou Little Miss Sunshine ou qu'est-ce qu'il y a d'autre comme films familiaux. Bon bref, je me retrouve vraiment là-dedans. Moi, j'ai pensé aussi à Mamma Mia. Oui, c'est vrai. Je sais parce que moi, ça a été un film culte avec mes enfants, avec le côté BO, chant, il se passe plein de trucs. C'est aussi l'histoire d'une famille recomposée. Oui, bien sûr. Et Captain Fantastic aussi. De l'énergie que va mettre un père pour protéger ses enfants. Et moi, je me retrouve complètement là-dedans en tant que maman. Donc, ce projet, il est né d'un moment donné dans ma vie où j'avais envie de parler de ma vision de maman, de belle maman, de femme, avec mon boulot, ma gestion d'une mini-entreprise, et puis... et aussi qu'on devient adulte, quel lien on garde avec l'enfant qu'il y a encore au fond de nous, quoi. Bien sûr. Ouais. C'est aussi un film un peu familial, puisque y a ton compagnon, Dany, il y a aussi ta sœur qui a participé, ton beau-frère, je crois, pour la musique. Exactement, Julien Ben Senior avec son frère Gilles. Ils ont fait la musique ensemble, donc oui, c'est... Et puis j'ai créé une famille de cinéma. C'est vrai que maintenant on a quelque chose... On a créé une famille et on a envie de continuer à travailler ensemble. Et ce qui était chouette sur le tournage aussi, à chaque spot, il y avait des cousins, cousines qui venaient de faire de la figure. Et donc, il y a eu quelque chose de très familial et j'aime bien créer dans ces conditions-là. Ça n'a pas été difficile à ce niveau-là, non ?
Non, au contraire. Au contraire, non, c'est porteur. Oui. Ouais, c'est super. Et puis les liens, moi j'aime la franchise, donc il y a vraiment quelque chose de pur dans les échanges. On est vraiment sur l'essence même d'exigence d'un travail qui est en work in progress, mais j'aime ça, c'est ce qui me stimule. Quand il n'y a pas trop de courbettes et de choses comme ça, quand c'est straight to the point, comme disent mes parents. Ils disaient ça, tes parents? Ouais, tout le temps. C'est vrai. Faut être. Faut être rapide et direct, voilà. Alors ce film, tu fais tourner ton conjoint, Danny. Donc à vous deux, vous êtes une grande famille recomposée avec 6 enfants, je crois que c'est ça. Comment c'était de le faire tourner lui? Je trouve qu'on le trouve dans un rôle, dans un personnage qui est moins attendu. Et je trouve que c'est bon, en fait, de le voir aussi sous ce visage-là. Ouais. Peut-être avec moins d'humour, mais plus de tendresse. C'est un côté vraiment plus poète, en fait. Oui, c'est comme ça que je lui ai présenté aussi, quand je lui ai proposé le rôle. Je lui ai vraiment dit que j'avais envie de l'amener autre part, dans une sphère que je connais, que je vois de lui au quotidien, mais que je n'avais jamais vu au cinéma. Et donc, montrer un homme plus fragile, parce qu'il l'est, et plus avec une vraie sensibilité et une problématique autre, et le montrer aussi dans son rôle de père, et voir le côté funky qu'il peut injecter dans ce rôle de père, dans cette souplesse aussi qu'il a au quotidien, et savoir aussi taper du poing sur la table quand il faut. Donc j'avais très envie d'écrire ce Ludo, et quand le scénario, j'ai terminé le scénario, je me dis tiens, ça serait super d'amener Danny là-dedans, parce qu'il a quelque chose de très proche avec Ludo. Pas surtout, mais il a cette souplesse-là au quotidien, et cette manière d'être un peu effacé finalement, pour avoir une sorte d'observation, de recul sur la situation, et après à chaque fois arriver avec une petite note d'humour pour désamorcer, ou arriver avec la musique pour adoucir. Il a quelque chose de très très libre dans ce qu'il veut inventer avec chaque personne. Il y a une vraie générosité et une vraie liberté qui est très très agréable. Alors, est-ce que tu peux nous faire le pitch du film, quand même, qu'on sache de quoi il parle? Alors, c'est l'histoire de Justine, donc le personnage que tu incarnes. Ouais, le personnage que j'incarne, qui se démène au quotidien dans cette recomposition familiale pour que ça prenne dans une reconnexion à la nature, dans cette maison un peu paumée dans le Perche, et ça se passe pas du tout comme elle l'avait imaginé. Et un jour, son ex arrive, et son fils va lui dire qu'il veut retourner vivre avec son père parce qu'il s'emmerde à la campagne. Et ça va être un gros drame pour Justine, parce qu'elle a qu'un enfant et qu'elle a déjà vécu un échec familial. Donc elle se dit, je veux pas un deuxième, et elle veut absolument tout faire pour souder la famille. Donc elle va embarquer son fils de force dans un road trip, le road trip qu'elle faisait dans son enfance, qui est le road trip, la carte joker pour faire marcher la famille. Et elle va ligoter son fils dans la nuit pour l'embarquer de force dans ces vacances-là, pour qu'ils créent quelque chose ensemble. Donc c'est vraiment un hommage aux mamans et à l'amour de parents pour leurs enfants, de tout faire pour garder le lien et faire famille. Oui, c'est ça. Je me suis demandé si tu avais une intention à la fois que ce soit thérapeutique pour toi, pour votre famille, et que ce soit aussi thérapeutique peut-être d'une certaine manière pour les gens qui vont le voir quelque part, en se disant tout est possible. Ouais, bien sûr. Surtout quand on a fait péter un peu les schémas traditionnels. Il y a une vraie une page blanche sur laquelle on peut écrire plein de choses, et c'est une vraie liberté dans laquelle on peut se réinventer, je trouve, de 1000 manières, et faire famille de 1000 manières. Le plus difficile, je trouve, parce que souvent, quand on recompose une famille, les parents sont heureux, ils sont très amoureux, c'est de faire prendre la greffe au niveau des enfants, parce qu'ils sont encore un petit peu en colère, et puis il y a souvent le conflit de loyauté des enfants avec leurs parents. Donc c'est comment, progressivement, et c'est super important d'y aller en douceur, comment donner envie aux enfants de croire au groupe encore. Et moi j'ai adoré, je trouve qu'en effet j'ai envie que les gens sortent du film en se disant tiens, on peut sortir un peu des sentiers battus et faire de la musique, faire des choses pour souder le groupe, et inventer le couple comme on veut, quoi. Je sais qu'on n'a pas forcément besoin de vivre ensemble, de répéter certains schémas qui nous convenaient peut-être pas, quoi.
qui pour sortir des modèles qui finalement sont des modèles qui sont très socioculturels, qui sont des modèles inventés effectivement. Mais ça c'est assez jouissif quand on a cassé ça, de se dire tiens qu'est-ce qui me correspond, comment aussi je peux optimiser les choses pour que mon enfant se sente bien dans une réunification et donc du coup je pense qu'il y a une vraie intelligence et liberté à mettre en place pour que ça matche avec tout le monde. J'entendais Dany dans une interview à propos de ce film qui disait qu'être parent, c'est le métier presque le plus difficile au monde. Et c'est vrai que quand on est parent, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'apprentissage, on apprend un peu sur le tas, et puis on apprend avec forcément ce qu'on a reçu aussi. Et puis on fait des choses enfin, je veux dire, moi j'ai l'impression d'être nulle. Tout le temps, mais c'est pas. Enfin, je veux dire, là où on s'en sort bien finalement, c'est qu'on peut parler avec les enfants. Moi, il y a plein de choses où je pense que j'ai pas fait les choses correctement, et après, je discute beaucoup avec mon fils et je lui dis, tu vois, là, j'ai fait ça. Je pense que je m'excuse, ou enfin, j'ai l'impression que la parole peut réparer certaines erreurs, ou c'est important d'avoir aussi leur point de vue et qu'ils donnent leur vision sur ce qu'on est en train de créer, quoi. D'ailleurs, tu dis que tu es obsessionnelle du lien, que c'est quelque chose qui est très important pour toi, et on le voit certainement dans la vie, puis on le voit dans le film. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ton personnage, Justine, se dispute avec l'enfant de son conjoint, avec son beau-fils, et en fait, elle l'adore, cet enfant, on voit bien, et ça lui fait du mal, de se disputer, donc elle cherche après absolument à renouer, à réparer. Oui, mais c'est vrai que moi, le lien, c'est parce que avec mes sœurs et mes parents, on est très liés, et c'est vraiment des échanges assez intenses et exclusifs. Et je sais que j'ai ce rapport-là aussi avec mon fils, et je suis assez désespérée de l'impact des réseaux sociaux et de tout ce monde virtuel dans comment ça désintègre les familles. Et donc pour moi c'est un vrai combat, et ça me fait souffrir en fait de me dire que on peut perdre ça, et c'est difficile dans une recomposition d'imposer ces valeurs à des enfants qui ne partagent peut-être pas, ou un conjoint qui partage peut-être pas ce point de vue, donc c'est comment amener progressivement, et c'est toute la difficulté, parce que moi je peux être un petit peu obsessionnelle en effet, de dire allez venez à table, il faut qu'on parle, il faut qu'on partage des moments ensemble, et c'est vrai que de temps en temps ça peut être super maladroit, et c'est là où Ludo dans le film le fait de manière beaucoup plus subtile et délicate, à travers un morceau de musique ensemble, pour créer du lien sans forcément le mettre tout le construire de manière peut-être plus artificielle, forcer la construction. On sent que Justine elle est très volontaire dans son tempérament, et donc elle cherche absolument à ce que ça se produise, alors que lui finalement il est plus naturel quelque part. Complètement. Ça se fait. Toi, tu penses que par rapport à ce rôle de beaux-parents, c'est peut-être important de faire un travail thérapeutique quand on est une famille recomposée? Est-ce que vous, c'est des choses que vous avez explorées ou pas forcément? Après, toute famille, je pense que recomposer ou pas recomposer, s'il y a un problème de relationnel dans la famille, c'est toujours intéressant de faire ce travail d'accompagnement. Après, oui, une famille recomposée n'est peut-être pas plus dysfonctionnelle qu'une famille normale. Pas du tout. Moi, je pense que d'ailleurs, il y a beaucoup de familles qui restent ensemble et qui sont en souffrance. Donc, et les enfants le sentent. C'est-à-dire que les parents qui restent ensemble pour préserver les enfants, alors qu'il n'y a plus d'amour, je trouve que c'est catastrophique, c'est dévastateur sur le cadre de bienveillance et épanouissant. C'est pas très épanouissant pour l'enfant, je trouve. Donc, je pense que c'est une question de communication au sein des familles. S'il y a une rupture à un moment donné, en effet, moi, je n'hésiterais pas à aller voir quelqu'un. Je trouve que c'est super. Il y a plein de méthodes aujourd'hui en famille. Il y a de la constellation familiale. Il y a plein de choses comme ça qui sont assez enrichissantes, quoi. Oui. On a fait beaucoup d'épisodes de Métamorphose sur les constellations systémiques et familiales. Effectivement, c'est des outils qui permettent de mieux comprendre. On le voit aussi très bien dans ton film. Mais nous, on fait ça souvent. C'est moi, ça, il y a les constellations. On échange les rôles. Exactement, on voit et les effets miroirs. On fait beaucoup de jeux de société, d'ailleurs, là-dessus. Maintenant, il y a de plus en plus de jeux. Et c'est drôle parce que souvent, avant, c'était des discussions qu'on avait de manière spontanée. Et maintenant, on est obligé d'acheter les jeux de société
où on doit se poser des questions. Et j'avais acheté ça à un Noël. Pour qu'on se retrouve et dire vraiment, voilà, installer le lien et dire ah bon, alors j'ai une question pour un tel, alors quel est ton meilleur copain? Bon, on n'a pas besoin d'un jeu de société pour le faire, mais ça nous a vachement aidé. Enfin, c'était mignon. Et après, les enfants, tous les soirs, on rejoue. Ah oui, on rejoue sympa. À discuter. Ouais, c'est ce que j'essaie d'imposer tous les soirs, c'est ce que j'essaie de mettre en place pendant les dîners. Et en fait, c'est fou le succès de ces jeux de société. Ça veut tout dire sur notre société aussi. Bien sûr, nous on faisait beaucoup en famille les kiffs à la fin de la journée. Ouais. C'est quoi les 3 kiffs de la journée? Mais moi j'adore faire ça. Ouais. Et souvent, comme j'essaie d'initier des activités, des moments ensemble, je leur dis c'était quoi le meilleur moment de la journée. Et je suis contente parce que finalement c'est quand on est allé faire une balade ou quand on a fait, des choses simples. A regardé un film ou fait un jeu ou fait de la musique. Et je leur dis souvent, vous voyez bien que c'est pas quand vous êtes chacun dans votre chambre. Oui. En fait, regarder les écrans ne constitue pas un souvenir. Jamais on se dit, tiens, quand j'ai joué mercredi 12 octobre, quand j'ai fait une partie de Fortnite, c'est un souvenir de dingue. Et c'est là où je dis souvent à mon fils, et ça, il en a pris conscience, et les enfants de Dany aussi, de dire, oui, en effet, on ne crée rien. Et ça me fait peur, moi. Après, je laisse, je suis pas non plus anti-jeu, parce qu'il y a des jeux qui sont super, mais je me bats pour continuer à construire des souvenirs ensemble. Mais on le voit dans le film, il y a toute cette problématique des adolescents d'aujourd'hui qui sont... l'adolescence, c'est vraiment un chemin, une période, une métamorphose quand même particulière, justement, dans la vie de quelqu'un. Et donc, les écrans sont aujourd'hui, malheureusement, un refuge très facile. Ouais. Et on voit que là, son frère, comment on l'appelle, Henri, son demi-frère. Son demi-frère, voilà, je cherchais le mot, merci, essaye de faire lien avec lui, et puis il a du mal, et c'est toute la problématique aussi des écrans. On voit qu'on est enfermé. Ouais, bien sûr, et c'est important de ne pas lâcher. Et c'est difficile, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie aujourd'hui. Donc, et de charge mentale. Ouais, c'est-à-dire que moi, plein de fois, je dis, mais ils sont où? Ils font quoi? Oui. Toute la journée, je peux le dire au moins 15 fois, ils sont où, ils font quoi? Et dès que je rentre dans la chambre, ils sont devant les écrans, et ça me rend dingue. Oui. Donc, c'est vrai que c'est une charge en plus. Et moi, c'est tellement facile de lâcher. Quand je vois les gens au restaurant qui mettent des écrans pour les tout petits, entre les mains des petits pour pouvoir manger tranquille, je trouve ça hyper triste parce que nous, petits, on devait s'intégrer et voilà, s'intéresser au sujet des grands. Et puis, il y avait des choses qui étaient super intéressantes, malgré un démarrage un peu laborieux, quoi, compliqué. Oui, donc, je pense que souvent, c'est ce que je dis. Quand mon fils me dit je m'ennuie, je dis mais investis-toi, quoi. Vas-y, pose des questions, sois curieux de l'un, de l'autre. Et donc, c'est vrai que c'est une vraie problématique et c'est une charge en plus. Ça dépend pour quels parents, mais en tout cas. Mais en tout cas, dans ton film, on voit que Justine, elle a cette charge mentale, elle veut faire famille, donc c'est elle qui est très moteur, et ça finit un peu par se retourner contre elle, parce qu'à un moment, elle est épuisée, quoi. C'est elle qui porte tout, et elle pète un plomb. Et c'est là où Ludo prend le relais, et puis il y a aussi ce besoin à un moment donné de lâcher prise. Oui. Et c'est là où, de temps en temps, quand on est trop dans le forcing, on interdit bêtement. Oui. Et je pense que c'est là où l'effet peut être complètement raté, quoi. Enfin, l'effet voulu et on n'aura pas ce qu'on veut des enfants. Donc, je pense qu'il y a une sorte de lâcher prise à un moment donné. Et peut-être, et c'est le rôle de Ludo tout d'un coup de venir prendre le relais et par la musique de créer quelque chose d'autre qui est beaucoup plus naturel. Alors la musique, évidemment, on va en parler parce que c'est vraiment un personnage du film presque à part entière. Peut-être simplement pour terminer sur les ados, on voit ce que tu viens de dire, c'est qu'il y a ce côté, il faut à la fois les lâcher et en même temps, sous leurs apparences, ils ont énormément besoin qu'on soit là. Ouais, c'est clair. Et donc, c'est ce contraste qui, en tant que parent, comme on a dit tout à l'heure, en fait, on ne sait pas faire, qui est saisissant. Parce que parfois, on se dit, je vais juste les laisser tranquilles. En fait, maintenant, ils sont grands, 15, 16 ans, voilà, ils sont ados. Ouais. Et en réalité, on voit qu'il y a besoin de ce lien. Et dans le film, tu le montres bien, notamment avec cet instrument de musique aussi, qui est la flûte de Pan, qui est un instrument atypique, en fait, pour cette génération, que tu n'as pas choisi par hasard. Tu vas nous expliquer, mais qui tombe comme ça, comme un cheveu sur la soupe, et qui, en réalité, va être le fil rouge d'une espèce de reconstruction du lien. Et complètement, ouais. Oui, la flûte de Pan, pour moi, c'est un peu...
c'est tout le complexe dans lequel est enfermée Justine de Peter Pan. Et cette petite flûte, c'est la mélodie de son enfance et de cette chose qu'elle veut pas lâcher, quoi. Jusqu'au moment où elle est obligée d'exploser parce qu'elle est en surcharge. Et là, va se mettre en place quelque chose de très spontané où il y a une prise de relais, même de la part de son fils, où il y a une prise de conscience de se dire ma mère fait tout ça pour moi en fait. Oui. Et c'est hyper joli. Moi, j'étais très important que je voulais absolument qu'on filme des regards d'Henri sur le moment où il voit la photo, sa mère l'appelle, qui est une sorte de prise de conscience en fait de maman. C'est que de l'amour. Oui. Et c'est vrai que les enfants ont tellement l'habitude que les mamans se plient en quatre. On le fait vraiment avec tout l'amour et l'instinct maternel qu'on a. Moi, j'adore tout faire pour mon fils. Mais de temps en temps, c'est aussi important de dire bon ben là, stop, j'arrête, et prends conscience en fait que tout ça, c'est pour toi et il faut qu'il y ait un échange et une reconnaissance de temps en temps aussi, que tu joues le jeu et que voilà, que ce soit un petit peu dans les deux sens, même si. Mais je pense que c'est important de garder un cadre, même si. Toute la journée, moi, on peut entendre tu forces, mais je pense que c'est la nouvelle expression des ados. Ouais, tu forces. Ouais. Et moi, je dis, mais oui, mais c'est super. Je lâcherai pas, quoi. Mais c'est douloureux. C'est douloureux. Et puis, ce qui est bien croqué, je trouve aussi dans ton film, c'est que on voit que parfois, on peut avoir des affinités avec l'enfant de son conjoint, de l'autre, naturellement. C'est ce qui se passe dans le film. Parce que cet enfant, le plus jeune, est très facile. Et on voit qu'il a envie de communiquer, alors que l'ado, il est vraiment dans sa coquille. Ouais. Lui, il est plus jeune. Et ça pose vraiment cette place du beau-parent dans la famille. Quelle est sa véritable place ? Est-ce qu'il peut devenir comme un copain, un complice ? Est-ce qu'il doit garder, comme tu dis, un peu un cadre ? Voilà, c'est pas facile, je trouve. Non, c'est pas facile, mais c'est un rapport avec un autre adulte qui peut être génial, je trouve. Complètement différent du rapport qu'on peut avoir avec ses propres parents. Et c'est vrai que de temps en temps, on peut se rapprocher. On a des affinités avec ses beaux enfants, alors que le lien avec notre propre enfant est un peu rompu. Donc c'est très difficile, et de pas faire sentir aussi à son enfant que on a plus d'affinité avec l'autre à certains moments. Je pense que c'est la vie d'une famille en fait, d'avoir des affinités à certains moments. Non, sur la place du beau-parent, en fait, sur sa juste place, ça peut être chouette d'avoir cet adulte référent tout en restant en fait un autre adulte. Oui, c'est ça, dans le respect de l'autre parent qui n'est pas là, et de pouvoir prendre le relais quand on en a besoin, et puis et d'apporter quelque chose d'autre dans la relation, d'apporter une ouverture. Moi, je sais que ce qui a été assez chouette aussi pour mon fils, par exemple, c'est l'ouverture sur une autre dimension presque, de se dire tiens, c'est mes demi-frères, demi-sœurs. Il n'en revenait pas au début, alors qu'on a toujours l'impression que c'est une souffrance. Ça peut être un très beau cadeau dans une recomposition familiale, de découvrir d'autres cultures, d'avoir une autre langue. Nous, on parle anglais à la maison. Donc, tout d'un coup, c'est amener autre chose, et ça développe aussi la capacité d'adaptation des enfants, et puis d'avoir des référents qui sont autres même que le beau-père ou la belle-mère, mais de grands frères, des demi-frères et demi-sœurs plus âgés. Moi, je sais que on a beaucoup ce lien-là où on se stimule les uns les autres, et je trouve que c'est assez joli à raconter, quoi. Oui. On te sent en tout cas très investi en fait dans la famille. Et c'est une vraie question d'avoir aussi cette volonté d'être heureux, que se dire que parfois, oui, le bonheur, il peut exister, il peut nous tomber dessus, et en même temps, c'est quelque chose qui se cultive. C'est ça que tu dis. Ah, mais moi, je dis ça complètement. Ouais. Je pense que vraiment, en tant que parent, on a intérêt mais comme en amour, à s'investir pleinement et oser dire les choses, parce que le conflit est une preuve d'investissement aussi. Oser communiquer, oser mettre un petit coup de pied dans la fourmilière quand il faut, et pour qu'il y ait une vie, quoi, là-dedans. Et voilà, je trouve que c'est super important de continuer à alimenter ça, et à demander aux enfants de participer et initier des choses. Et ouais, c'est
Y compris quand ça peut sembler un peu chaotique, parce que tu dis que mais toi, la famille est chaotique. Donc, ça peut être un peu dysfonctionnel ou mais le pour grand moi, bordel. La famille, c'est ce que j'aime. Moi, dans ma famille, c'était le bordel, ça criait partout. Il y a quelque chose de chaotique, mais c'est ça qui est beau, en fait. Souvent, quand on est dedans, on se dit, mais mon Dieu, c'est un enfer. Si tant est que ce soit pas violent. Et une fois qu'on est quelques jours après, on se dit, bah, c'était quand même, franchement, c'était génial. Et ou même après, quand on grandit. Moi, je sais que, j'ai adoré mon enfance avec plein de choses qui ont été. J'étais la dernière d'une fratrie, donc j'ai subi plein de petits moments de frustration de la part de mes grandes sœurs, et ça reste des super souvenirs. Et voilà, moi j'aime le chaos, en fait. Oui. Il y a Nietzsche, il sort toujours quelque chose. Bah oui, c'est ça, c'est la citation de Nietzsche, du chaos naissent les étoiles. Il y a vraiment cette idée-là. Ouais. Et les frustrations, parce que moi je sais, quand j'étais petite, quand on jouait avec mes sœurs, c'est jamais comme je suis la dernière, c'est jamais mes histoires qu'on choisissait. J'étais toujours à subir les histoires des autres. Donc j'ai ma plus grande sœur qui avait vu Le Grand Bleu, et elle voulait absolument être dresseuse de dauphins. Et donc, du coup, je passais ma journée dans l'eau à faire le dauphin et à sauter dans les cerceaux. Et à chaque fois, je disais, mais moi, j'ai une histoire. Non, toi, tu fais le dauphin. Et donc, je subissais tout le temps. Après, une autre année, elle voulait avoir une écurie. Donc, elle m'accrochait au volet toute la journée parce que j'étais un poney. Et donc, il y avait plein de trucs comme ça, et ça a nourri en moi ce truc de plus tard, c'est mes histoires qu'on va réaliser. Ah ben voilà, là, c'est ton histoire. Et en plus, j'ai développé ma boîte de prod avec ma plus grande sœur. Donc, c'est finalement, de toutes ces frustrations, il en est quelque chose d'assez chouette, quoi. Qui s'appelle Bonne Sœur Production. Exactement. Ouais. C'est très drôle d'ailleurs. Ouais. Vous êtes les bonnes sœurs, c'était chouette justement de travailler avec elles, de retrouver cet effet miroir, non pas de l'enfance, mais maintenant de cette relation d'adulte. Oui, puis on est vraiment, on travaille main dans la main. C'est super parce que elle venait de la publicité, donc elle a fait des formations pour s'adapter, découvrir le milieu de la production audiovisuelle, et donc c'est chouette de moi l'amener dans mon univers. Et que voilà, c'est un vrai échange. On apprend ensemble. Et puis, vraiment dans des rapports hyper simples et hyper cash. Et il n'y aura pas de point de rupture, en fait. On le sait. C'est ça qui est agréable. C'est qu'on se fait entièrement confiance. Ouais, il y a quelque chose d'inconditionnel. Même s'il y a des clashs, on se fait entièrement confiance et on peut tout se dire. Et moi, j'ai vraiment profondément besoin de cette franchise dans le travail, quoi. De cette exigence et cette franchise. Et dans tous mes... ouais. Et donc, ça devait être particulier parce que, à la fois, justement, de diriger, entre guillemets, je mets ce mot avec des guillemets, mais Dany, ta sœur, c'est une posture qui est particulière quand ce sont des gens de je dirigeais pas ma sœur. Mais... Non, mais si vous étiez ensemble, c'est quand même ton film. Oui, bien sûr. Mais c'était super parce que, en fait, il y avait toute une équipe aussi, donc déjà, j'étais pas toute seule. Et puis, j'avais très envie... on s'alimente de chaque rapport qu'on a, et avec ma sœur, c'était un vrai repère sur le plateau de la voir. J'ai adoré, ça m'a donné beaucoup d'apaisement. Et puis Dany, ça me challengeait aussi beaucoup parce que je voulais l'amener ailleurs. Donc j'avais il m'apporte aussi beaucoup de soutien, et il me donne confiance énormément. Donc finalement, j'avais l'impression d'être dans un environnement très propice à la création et très sain. Oui. Et donc, pour moi, c'était la meilleure recette pour être au plus près de mes intentions de réalisation. Et donc, j'ai pas senti de difficulté, à part l'intensité du tournage, d'avancer sur le plan de travail. On avait des journées super denses, mais j'avais vraiment des super partenaires avec moi. D'ailleurs, dans le film, à plusieurs reprises, les personnages disent pardon à l'autre. Ouais. Et je me suis dit, est-ce que c'est important pour toi ? On est dans une société qui ne demande plus trop pardon en fait, aux autres. On s'excuse pas trop. On s'excuse pas trop, on se remet pas trop en question. On est un peu dans le moi, je. Et du coup, j'ai trouvé ça bon aussi d'entendre que on peut se le dire à un moment donné. Là, désolé, c'était pas ok. C'est important pour toi. Ouais, c'est très important. Puis on se plante, quoi. Enfin, je veux dire, on réagit avec impulsivité
très souvent, quand on est assez émotif, quand on est surmené, stressé, tout ça, je pense qu'on peut être très maladroit et la forme vient abîmer le fond, quoi. Donc moi, souvent, ça m'arrive souvent de dire pardon, dans la forme, je me suis hyper mal exprimée, j'ai été maladroite et j'ai absolument aucune intention de te nuire ou de te faire de la peine et de partir du principe que l'autre non plus ne veut pas nous nuire. Mais c'est quand même important de savoir s'excuser. Et d'ailleurs, moi, j'apprends ça beaucoup à mon fils. Je lui dis, mais c'est une libération. Si tu sais apprendre, si tu t'apprends à dire pardon, tu vas voir qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus fluide dans tes rapports. Plutôt que d'avoir cette espèce de rigidité dans un rapport un peu de compète qui est une perte d'énergie totale. Mais ça s'apprend parce qu'on n'a pas... C'est pas instinctif. Comment t'as appris ça, toi, d'ailleurs? Parce que c'est une forme de sagesse, en fait, que t'incarnes quand tu dis ça. Je l'apprends toujours. Il y a un moment où je suis très têtue. Je peux être aussi un peu orgueilleuse par moment. Donc, et je trouve que, en fait, c'est une perte d'énergie. Vraiment, ça me bouffe, en fait. Donc, tout de suite, maintenant, je m'excuse. Et après, on décortique et pour mieux comprendre les choses. Et voilà. Et après, c'est chacun a sa vérité sur le fait qu'on vient de traverser. Oui. Mais même si, pour moi, il n'y a pas une vérité absolue, mais l'idée d'avoir pu heurter l'autre, rien que pour ça, je m'excuse parce que jamais, c'est une intention. C'est ça. Mais voilà, c'est important de le faire parce qu'en plus, je pense que si on veut faire progresser tout le monde, c'est important de savoir amener dans le fond, faire entendre le fond. Et je pense qu'on peut le faire que dans une discussion positive et valorisante. Je trouve que c'est toujours mieux de dire alors c'est super ce que tu as fait et ce que tu pourrais faire en plus en amenant vers autre chose plutôt que je suis pas d'accord avec toi et d'ailleurs et d'ailleurs tu devrais faire ça. Enfin, c'est pas possible ça. Je trouve que ça bloque toutes les énergies et on n'écoute plus. Donc voilà, moi j'adore en fait à chaque fois que j'ai un problème et c'est ce que j'ai appris vraiment sur le tournage, que ce soit relationnel ou c'est comment on décortique, comment on danse ensemble pour mieux se comprendre et avancer vers une solution plus apaisante et plus propice à la création, quoi. Propice à la création, pardon. T'avais ça chez toi, dans ta famille? Parce pas que du tout, souvent, c'est pas inné. Pas du tout. Oui. Non, justement. C'était très assez dur. Oui. Nous, on est dans un rapport très cash, assez dur. Mes parents sont assez durs, même dans leur mode de communication. Oui, tu disais de croire que le masculin, la représentation du masculin chez toi énergétiquement était forte quand même, dure. Oui. Déjà, ma mère, elle voulait 3 garçons. Elle a eu 3 filles. Donc on a grandi, même si on n'était que des nanas, elle nous a élevés un peu à la dure. Il n'y avait pas trop de féminité à la maison. Et mon père est quand même assez dur aussi. Donc... Donc c'est vrai que je me suis dit quelle perte d'énergie dans les conflits en fait. Et j'ai appris à travers tout le travail thérapeutique que j'ai pu faire ou des gens, des choses que j'ai appris avec des gens. En allant chez des amis quand j'étais jeune, moi, de voir comment ça se passait ailleurs, que la communication pouvait être beaucoup plus fluide. J'ai trouvé que c'était hyper apaisant et je trouve très, très agréable justement de savoir vite désamorcer, mettre de l'humour d'ailleurs pour désamorcer. C'est ce qui est très plaisant avec ce Ludo qui est d'ailleurs très proche de Dany au quotidien. Donc, et cette souplesse-là, je trouve qu'elle donne une liberté et elle donne de l'énergie en fait. Il y a quelque chose de l'ordre de l'énergie vitale qui revient. Je trouve que quand on coupe et quand c'est trop rigide, ça tue un peu sur le long terme. Oui, parce que ce Ludo, justement, qu'incarne Danny Boone, on pourrait croire que, en fait, c'est un mec amoureux, peut-être un peu mou comme ça. Et en fait, au fur et à mesure du film, on s'aperçoit que il y a autre chose qui le traverse. En fait, il est au service de quelque chose de plus puissant. Oui, mais il aime mettre la lumière sur les autres aussi. Il y a une vraie générosité. Et je pense qu'il a très vite compris l'urgence, la nécessité de Justine, quoi, son urgence. Et peut-être que lui, il l'a résolu dans sa vie, mais il se dit qu'elle, c'est le moment de résoudre ce problème et de l'accompagner. Mais c'est tout en douceur et je trouve que il y a une vraie tendresse à ce niveau-là qui est assez belle et qui remet de l'énergie dans le couple. D'ailleurs, on sent qu'il y a beaucoup d'amour entre eux, quoi. Oui. Et c'est ça qui est super, c'est de voir que à aucun moment ils se jugent
Et ils s'accompagnent finalement ils arrivent à danser avec les névroses de l'un et de l'autre. Enfin, c'est plutôt lui qui arrive à danser avec mes névroses dans le film. Dans les névroses de Justine. Mais je trouve que c'est la plus belle preuve d'amour qui puisse être, quoi. C'est de connaître les failles de l'autre et finalement d'arriver à jongler avec. Bah, la sienne, ça pourrait être à lui... au départ d'être un peu suiveur, même si c'est par amour. Oui, et de pas gérer la thune, de pas gérer tous les problèmes financiers, tout ça. Il prend pas trop les choses en main. Donc on pourrait lui reprocher ça. Dire, attends, qu'est-ce que tu fais, quoi. D'ailleurs, elle lui reproche pas. Mais ça l'arrange aussi, parce que du coup, elle sait que comme c'est elle qui tient la famille, elle peut imposer ce qu'elle veut. Donc, mais jusqu'au moment où ça pète, quoi. Ça vous a fait quand même des effets miroirs? T'as l'impression qu'il y a un avant et un après dans votre couple de ce film, parce que c'est quand même puissant à l'échelle d'un couple de jouer ce couple. Alors évidemment, c'est pas du tout la situation que vous vivez, parce que vous n'êtes pas sans le sou et vous partez pas comme ça en road trip pour recomposer une famille, mais quand même, on va assez loin, je trouve, dans la profondeur de ce qui est un couple aussi. Oui, mais après c'est un film, donc non, ça n'a pas eu d'impact particulier. On est acteur, enfin c'est quand on joue sur les films des autres. Moi, quand je joue quand je joue dans ces films, ça chamboule pas ma vie non plus, le fait d'être dirigé par lui ou par un autre. Enfin, non, ça n'a pas eu d'impact. Bien c'était assez naturel. Je me suis demandé s'il y avait. Non, parce que c'est finalement c'est assez proche finalement de ce qu'on vit au quotidien, quoi. Donc alors, autre personnage, j'avais dit qu'on en parlerait, c'est la musique. J'avais interviewé dans cette émission Joanne Koenig, qui a monté une école où la musique est vraiment comme une langue étrangère, enfin comme une langue à part entière. Est-ce que tu penses que la musique a vraiment ce pouvoir de créer du lien, de souder les gens? Ah oui, clairement. Parce que la BO est dingue de ton film. Et puis toi, c'est aussi toute ta jeunesse. Tu as entendu Supertramp quand tu étais jeune, j'imagine. Oui, moi, la musique, pour moi, c'est une vraie moyen de me rassembler, de me reconnecter, de me réparer. Ça a la même puissance que l'écriture ou... Donc, je pense que c'est un vrai personnage. Un langage. Un langage assez magique, finalement, qui vient résoudre pas mal de choses quand les mots ne suffisent plus, quoi. Oui. Ou abîment, même, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Vous êtes musiciens, d'ailleurs, tous les deux dans la vraie vie? Ouais. Et les jeunes que vous avez castés, ils sont devenus musiciens ou ils l'étaient déjà? Ils n'étaient pas du tout musiciens, mais Jehan, qui a pris la batterie et le caron, lui, a commencé la guitare, et il me disait ça hier soir. Et c'est super, je suis très heureuse d'avoir transmis ça, parce que... Et moi, je fais beaucoup de musique avec mon fils aussi. On fait tous les deux batterie, guitare, et on joue ensemble. Et c'est génial parce que c'est une autre facette de notre relation qui est vraiment dans le jeu. Et quand on n'arrive plus, ou je me fâche, ou qu'il y a un truc où c'est un peu cassé, tout d'un coup, se mettre à la musique et de faire un morceau ensemble, ça répare vraiment profondément. Oui, et puis moi, il y a toujours eu beaucoup de musique à la maison. Ça se passe dans ma famille, ça se passe à travers les animaux, la nature et la musique. Donc il y a vraiment des déclarations d'amour comme ça, en faisant de la musique ou en dansant ou en allant marcher dans la forêt. Enfin, c'est vraiment un langage qui va à un moment donné remplir mon réservoir affectif, parce que le fait d'être toujours dans un truc analytique ou avec les mots, moi je suis pas toujours à l'aise avec les mots, en fait. J'aime beaucoup les choses, les non-dits et les actes naturels comme ça dans des moments de partage où personne parle, quoi. Oui, ça invite aussi une forme de lâcher prise, j'allais dire de folie, mais ce mot, il est aussi connoté, la folie, peut-être on pourrait dire dans le bon sens du terme, la folie douce, parce que la vraie folie pathologique, évidemment, elle est très douloureuse. Mais une forme de côté rock'n'roll qui s'invite peut-être pas assez finalement dans nos vies, où on est très normaux-pensants, on parlait de... c'est pour ça que c'est important de garder, d'être connecté à son enfant aussi. Parce que moi, j'adore ça, mettre chez nous, quand on était jeunes, après le dîner, ma mère, elle mettait la musique à fond et on dansait.
Et on avait une demi-heure de danse avant d'aller se coucher, ce qui n'était pas du tout la bonne chose à faire. Mais, Tout le monde sautait partout finalement, c'était après. génial. C'était un peu l'hystérie et on lâchait les énergies négatives de la journée. On partageait ça, on faisait les débiles et ça nous a vachement soudés en fait ces moments-là de folie. Exactement. Et moi, ma mère, c'est une grande adolescente, donc j'ai aimé cette transmission-là et ce pas de côté à chaque fois quand ça devient un peu trop sérieux, un peu ennuyant de tout d'un coup de savoir désamorcer par humour. Et l'humour a la même fonction, le même pouvoir que la musique, je trouve. Vous l'utilisez beaucoup au quotidien d'ailleurs? Ah oui. Ouais. Moi, dans mon rapport avec mon fils et mes beaux-enfants, j'adore rire, j'adore les surprendre, j'adore les déstabiliser. Je trouve que c'est super parce que là aussi, la forme fait que on écoutera mieux le fond si c'est toujours plus agréable et joyeux, quoi. Ouais, puis corporellement, ça détend complètement tout l'être. En fait, on revient, on arrête d'être dans le mental qui mouline en permanence, qui a peur, qui est en mode survie, pour redescendre vraiment dans le corps. Et le corps sait souvent. Ouais, complètement. Donc c'est bon, ça on le voit dans le film. Ils s'éclatent, ils sont complètement lâchés à un moment donné. Ça part en live. Ouais, mais je trouve qu'on devrait tous garder ce lien-là. Et nos enfants nous amènent d'ailleurs à reconnecter avec notre enfant, notre propre enfant. Et je trouve que il faut pas souvent on devient un peu trop sérieux en disant je joue aux parents, mais je trouve qu'il y a rien de plus cool que de continuer à éduquer en faisant des pas de côté, quoi. Exactement. En surprenant l'enfant. Oui, et puis avec la musique, comme tu disais, les deux duos vont très bien ensemble, ce que font par exemple superbement bien les Américains. Moi j'ai vécu un peu aux États-Unis, c'est vrai qu'ils ont cette culture où un peu tout le monde est musicien. On apprend la musique comme on apprend peut-être à parler, à écrire, etc. Ce qu'on a moins dans notre culture française. Ouais, c'est vrai. Mais moi, je trouve que c'est indispensable parce que c'est vrai que c'est un autre mode de communication et c'est très complémentaire en fait. C'est vraiment une carte joker, en fait, je trouve, de pouvoir faire de la musique. Mais si on ne fait pas de la musique, on peut écouter de la musique, on a la même connexion avec la musique. Bien sûr. On n'a pas besoin d'être un virtuose du piano pour se réparer et avoir cette connexion à son âme, quoi. Je pense que la musique, d'écouter quand on n'est pas bien, quelque chose qui va nous chambouler. Enfin, je pense que, voilà, d'ailleurs il y a toujours de la musique chez nous, quoi. Moi j'ai tout le temps de la musique à la maison et j'écoute aussi les musiques de mon fils. Ah oui. C'est un peu plus douloureux. Oui. Qu'est-ce qu'il joue comme instrument? Non, quand il met sa musique, son quand rap, il met la sienne, nouvelles. Mais bon, c'est important aussi d'être ouvert d'esprit, quoi. Bien sûr, à la culture de nos ados, de nos jeunes, bien sûr. Bah oui, c'est ce qu'on voit avec aussi. L'autotune et tous ces trucs-là où les voix sont complètement truquées et... Ouais, l'autre fois, ils m'ont mis un remix de Michel Berger que j'adore, en mode méga accéléré avec des trucs partout. C'était un peu dur d'avaler la pilule, mais en même temps, voilà. Ouais. Pourquoi pas, quoi. Après, t'as fait écouter la version originale ou pas? Oui, j'ai fait écouter la version originale, Et ils ont adoré. Bah ouais. Ils ont trouvé que c'était mieux. Elles ont trouvé que c'était mieux. Oui, je voulais que Dany nous chante un petit Cat Stevens là, sur Father and Sons, mais il n'est pas là pour nous la chanter. J'imagine que tu ne vas pas la chanter à sa place. Non, je la connais, mais elle est très très belle cette chanson. C'était important pour moi et d'ailleurs c'est marrant parce que je l'ai injectée dans le scénario vraiment 3 semaines avant le début du tournage. Ah oui? Ouais, parce que je l'ai écoutée et je l'ai souvent elle est passée dans ma playlist. Et je me suis dit, putain, cette musique-là, elle veut tout dire de sur ce la lien-là. transmission. Sur la transmission. Et je me dis, il faut absolument que je la mette au coin du feu, comme ça serait sublime. Et on a eu les droits. C'était inespéré parce que ça peut prendre beaucoup de temps pour faire les demandes aux maisons de disques et aux ayants droit. Et donc ça prend. Et en fait, ça s'est fait super vite. Et je me suis dit, bon, allez, on y va. Et Dany l'a travaillé non-stop parce que je voulais vraiment qu'elle soit jouée en live, que ce soit super pur dans la prise de son, dans la délicatesse de la voix. Et je trouve que voilà, cette séquence-là du film est extraordinaire. Elle est super. Elle a été tournée où, tiens, on a le droit de savoir? Ouais, c'est Plage de la Mine en Vendée. D'accord. Ouais. C'est pas Noirmoutier? Non, c'est entre Noirmoutier et Saint-Jean-de-Mont. D'accord. Ouais. Parce que tu as parlé de la nature, tu as tourné à Oléron, Royan, Noirmoutier, c'est ça, sur plusieurs. Parce que comme c'est un road trip. Saint-Jean-de-Mont, Saint-Palais, Oléron, Andernos, Arcachon. Oui, oui, Arcachon, oui, c'est vrai.
Et là, on voit, en tout cas, moi j'ai un crush pour Noirmoutier, je te le disais hors antenne. On retrouve cette nature sauvage quand même des îles, qui montre à quel point déjà on a une France qui est belle, sublime, extraordinaire. Et sur les îles, ce que je trouve merveilleux, c'est qu'on a encore des plages qui sont relativement vierges. Forcément, il y a des kilomètres de plage. Il y a cette scène où on te voit... comme quand tu étais enfant, prendre le sable sur la dune du Pilat. Sur la dune du Pilat dans ta main, quoi, qui est très, très tendre en fait. J'aime beaucoup, très poétique. Oui, et puis en plus, moi, cette côte atlantique, c'est toute mon enfance et je trouve qu'il y a une puissance qu'on reçoit de la nature qui est super galvanisante, quoi. Oui. T'as grandi dans ces régions-là ? Ouais, pas mal sur le bassin d'Arcachon. D'accord. Et donc, c'est super important, d'ailleurs, sur le tournage, dans le road trip, dans l'histoire, de le faire en vrai. Parce que maintenant, il y a des possibilités pour les faire en studio, tous ces films-là, avec des fonds de LED où c'est des écrans, l'image qui défile, et la voiture reste en studio, ce qui est plus simple à gérer au niveau des horaires, et tout ça. Et moi, j'ai dit à Guillaume Schiffman, mon directeur de la photo, je dis, mais moi, j'ai envie qu'on sente vraiment cette texture et cette nature, quoi. Je veux que ce soit organique. Ah oui, c'est ça, c'était ton mot là, organique. Ouais, c'est ça. Oui, il a été d'accord et on a vraiment travaillé. On est parti beaucoup en repérage. Et je disais souvent, je veux sentir les arbres respirer. Et d'ailleurs, quand Henri, mon fils, ouvre la fenêtre, enfin, pour sentir l'odeur des pins, j'ai presque la sensation, moi, dans la salle, de le sentir. Et j'avais vraiment envie de transmettre ça aussi, ce besoin de se reconnecter à la nature et de donner envie aux gens, à la fin du film, de se dire, allez, venez, on va se balader, on va aller découvrir la côte atlantique. Parce que c'est vrai que c'est sublime, quoi. Alors, faut pas que ce soit trop envahi non plus. Non, mais là, ça va. C'est une grande distance entre Noirmoutier et Arcachon. C'est ça, la côte atlantique. On a une grande façade atlantique. Ouais. Toi, c'était mythique, on approche de la fin de cette émission, mais de renouer avec ces films un peu cultes américains. Je pense évidemment à Thelma et Louise, avec toute la joie, enfin aussi le côté dramatique de ce film, ce qui n'est pas le cas de ton film, parce qu'il est vraiment joyeux et ça se termine plutôt bien. Mais voilà, être embarqué par ces musiques. Rainman. Voilà, bien sûr. Rainman, la force des personnages, Rainman. Oui. Je l'ai revu avant de tourner, parce qu'il utilise beaucoup la flûte de Pan. Oui. Et c'est vrai que je trouve que c'était une de mes rêves, vraiment, Rainman, en termes de couleurs, d'image, de chaleur. Et j'ai vraiment envie qu'on filme la France comme un film américain, quoi, vraiment, que ce soit chaud et réconfortant. Et donc, c'est vraiment des films cultes pour moi. Little Miss Sunshine aussi. Et Captain Fantastic, et puis même Almost Famous, c'est un film que j'adore, que j'ai vu quand j'étais jeune. Et c'est Drew Barrymore qui est groupie et qui part avec un groupe qui est de rock un peu dark. Mais il y a une utilisation de la musique Tiny Dancer d'Elton John qui est juste sublime. Et cette séquence-là du film, moi, elle m'a chamboulée. Et j'ai toujours... je savais que j'avais envie d'écrire un premier film comme ça, avec de la musique et des paysages, et sublimer la France, quoi. Sublimer la France, et puis il y a vraiment ce côté feel good movie. Enfin, voilà, l'idée pour l'été, là, c'est aussi de se faire du bien. On est dans des périodes un peu troubles quand même au niveau de l'humanité. Et je pense que c'est important de reconnecter avec cette joie, avec la musique, avec les enfants. Tout ça, c'est... finalement, ce qu'on a vécu même pour les plus chanceux pendant le Covid, où on s'est un peu retrouvés en famille et on a fait des choses assez basiques, mais qu'on avait un petit peu zappé, quoi. On est tellement pris par nos vies et donc... de se soigner les uns les autres et j'aimerais bien que le film donne envie à plein de gens de faire des choses en famille. C'est sûr que je pense que ça va être le carton de l'été, ça c'est sûr. Tout le monde va aller le voir. Sur les îles, on ira le voir, en tout cas, ça c'est sûr. En tout cas, merci infiniment. Peut-être pour conclure, tu as envie de transmettre quelque chose d'autre à propos de ce film avant qu'on s'arrête là ? Qui te viendrait comme ça en tête ? Qu'est-ce que je pourrais... Non, vraiment ça, de continuer à créer des choses avec les enfants et de ne pas lâcher pour leur transmettre des rituels qui sont constructeurs et des belles valeurs, quoi, parce que c'est de plus en plus difficile pour eux, et de les préserver au maximum pour qu'ils gardent une certaine insouciance et de l'espoir. De l'espoir et d'accueillir la différence, parce qu'on le voit aussi dans nos enfants, parfois certains peuvent être un peu ce qu'on considère comme des atypiques ou des neuroatypiques, etc. Et puis d'embrasser aussi tout ça. Ouais, complètement. Ouais.
c'est l'histoire de la recomposition du groupe, que ce soit une famille ou tout autre groupe, de faire de nos différences une force et avec joie et ça donne beaucoup de charme. Oui. Merci en tout cas, un immense merci beaucoup, Laurence Ernay pour à la fois ta profondeur et puis on sent vraiment tout ton investissement et toute ta personnalité très entière et authentique en même temps et ça fait du bien, je trouve, et on le retrouve dans ton film qui est aussi forcément à ton image, que tout le monde va envie d'aller voir cet été, La famille Hendrix, qui sort en salle, qui vient juste de sortir en salle ce 26 juin. Et comme je le disais, nul doute que ce sera le film culte de l'été. Merci infiniment. Merci beaucoup. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis dès 7h.